Bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce deuxième atelier de Septembre turquoise que nous organisons avec mon réseau Cancer Gynéco. Et ce soir, comme vous pouvez le voir sur la petite fenêtre, nous avons le plaisir d'avoir un duo nutritionniste et chef pâtissière. Donc, nous serons avec le docteur Sidbon Kuczynski, qui est de formation pharmacien, docteur en pharmacie, et après quelques années en officine, a décidé de sauter le pas, de repasser des examens en nutrition, parce que vous étiez sensibilisé à l'impact de l'alimentation sur les maladies inflammatoires. Et donc, vous avez rejoint l'Institut Raphaël, en direct duquel vous êtes avec Sandrine Baumann. Donc, vous accompagnez les femmes et les hommes durant tout leur parcours de soins, depuis le diagnostic jusqu'au traitement, justement pour les aider à pallier l'altération du goût, la perte d'appétit, etc. Vous allez nous expliquer. Et donc, en habit de chef pâtissière, juste à côté, nous avons le plaisir d'être avec Sandrine Baumann-Autin, qui est chef pâtissière et fondatrice de Saint Pâtisserie Santé. Et qui est ambassadrice du championnat de France des desserts et révélations Femmes de Santé 2022. Donc, vous avez décidé de laisser la pâtisserie habituelle après différentes choses qui vous sont arrivées dans la vie. Vous êtes lancé donc dans la création d'ateliers de pâtisserie santé dans des structures de santé et notamment en cancérologie. Tout ça en travaillant directement, donc on le voit là, avec des soignants pour redonner aux patients l'envie de manger. Et vous avez monté votre start-up qui s'appelle Saint Pâtisserie Santé et on mettra tous les liens sur le chat. Donc, merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir et de nous réveiller les papilles juste à l'heure avant le repas. Super. Je vais vous laisser la parole. Avant, je vais laisser la parole à Laure. Alors, juste un petit mot de bienvenue donc à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Et je suis très heureuse de votre duo qui va à la fois nous informer, mais aussi, j'allais dire, souligner l'importance de retrouver le plaisir de manger. C'est un vrai souci, en fait, quand on est diagnostiqué pour une maladie grave, on a souvent plus envie de grand-chose, on a beaucoup d'angoisse. Et puis après, les traitements arrivent avec différents enjeux, différents impacts. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous les connaissez bien. Et du coup, ça peut être très compliqué déjà pour soi-même de s'alimenter et de garder l'envie de manger, de savoir quoi manger, comment manger. Et puis, ce qu'on voulait souligner ce soir, c'est aussi que manger, c'est partager des bons moments aussi avec les siens, sa famille, ses amis. Et parfois, on est très privé. On a beaucoup d'injonctions à « il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mangez pas ci, mangez pas ça ». Et on se sent très bousculé finalement quand on est patient et aussi quand on est proche de patient. On ne sait plus très bien. Il y a beaucoup de dames qui disent quand c'est le mari qui est malade, par exemple, ou quand il y a un enfant qui est malade, je ne sais plus quoi faire à manger, je ne sais plus comment faire. Ça complique la vie en fait de tout le monde. Donc ce soir, on va parler de tout ça et on est très content d'avoir ce côté aussi pratique, des exemples qui vont nous allécher avant la fin de soirée. Voilà, donc à vous d'abord donc quelques conseils avec vous Geneviève et puis après on va découvrir la pâtisserie santé avec Sandrine. Donc merci à vous. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions et avec Oriane, on les reprendra un petit peu plus tard dans la soirée. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre confiance. Merci à Laure, merci à Oriane de nous avoir fait confiance, Sandrine et moi, pour animer cet atelier. Donc, moi, je suis effectivement docteur en pharmacie et nutritionniste au sein de l'Institut Raphaël, où on accueille des patients dès le diagnostic et dans lequel on co-construit un parcours de soins avec eux et orienté notamment vers la nutrition, mais aussi les émotions, la psychologie, la santé sexuelle, enfin tout ce qui entoure. Et je suis accompagnée de Sandrine, donc je te laisse expliquer. Merci Geneviève. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce webinaire. Merci Oriane, merci Laure pour votre confiance et pour nous donner ce petit temps de partage et d'échange. Voilà, le but effectivement, ça va être d'aborder différents points et surtout de vous donner des petites astuces aussi pour le quotidien et surtout continuer à se faire plaisir avec des desserts. C'est super important. On va voir tout ça par la suite.
mais c'est vraiment important. Continuer de se faire plaisir et avec des desserts, avec de la pâtisserie, voilà, pour apporter un petit peu de bonne humeur et pour pouvoir supporter toutes ces difficultés que vous traversez actuellement. Alors, moi, je vais juste fermer ma caméra pour vous laisser plus de bande passante, mais je reste avec vous. Hein. Ok. D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de la nutrition, de la prévention primaire et puis ensuite de la prévention secondaire. Et puis ensuite, avec Sandrine, on va préparer un dessert bien sympathique et on va vous montrer que quel que soit le moment, quel que soit des instants un peu des fois où on est un peu perdu, on peut préparer de très bonnes choses de qualité et se donner envie de manger. Donc, on va voir ça ensemble. Avec peu d'ingrédients, voilà une recette simple, rapide, efficace, pratique, facile à refaire et adaptée à tout budget. Voilà, donc dans un premier temps, la nutrition. Qu'est-ce que c'est la nutrition? La nutrition, souvent, on pense que c'est que l'alimentation, mais sous le terme de nutrition, il faut évoquer notamment l'alimentation, bien sûr, mais ensuite également l'exercice physique. Donc, les deux vont de pair hein, quand on parle de nutrition. Donc, ensuite, alors, je vais vous mettre les diapositives. Voilà. Donc, vous les voyez en grand écran, c'est bon. Hein? Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, dans un premier temps, on va parler de la prévention primaire. La prévention primaire, c'est ce que l'on fait en amont de la maladie. C'est-à-dire quand il n'y a aucun diagnostic qui a été porté, qu'est-ce qu'on doit manger pour être en bonne santé, pour prévenir les maladies inflammatoires, que ce soit les maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Et en deuxième temps, on va parler de la nutrition et de la prévention secondaire, c'est-à-dire dès l'annonce du diagnostic de la maladie et pendant les traitements, c'est-à-dire notre quotidien, nous ici à l'Institut Raphaël, quand les personnes sont sous chimiothérapie notamment, radio-hormonaux, mais surtout chimiothérapie, où on a effectivement des effets secondaires qui font qu'on peut perdre envie de manger. Voilà. Il faut savoir que la nutrition, le poids, c'est quelque chose de difficile parce qu'il y a le poids idéal, il faut garder un poids idéal. C'est un équilibre toujours compliqué entre un éventuel surpoids qu'il faut éviter ou une obésité qu'il faut éviter, mais aussi une dénutrition qu'il faut éviter. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on lit. Il y a deux types de conseils que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, mais je serai à votre écoute si vous avez des conseils, bien sûr, via le chat. C'est les conseils qu'on peut donner en amont, justement, que je vais vous donner aujourd'hui. Mais quand on est sous chimio et quand on est en traitement, ce n'est pas forcément les mêmes conseils, puisqu'on doit avoir se privilégier. On a des choses qu'on doit privilégier. Hein. Donc, voilà. Première chose, donc en amont de la maladie, la première chose à faire, c'est on sait que l'alimentation et les facteurs nutritionnels sont un rôle majeur dans la prévention des cancers. Effectivement, on sait que 40% des cancers pourraient être évitables si on intervient sur des facteurs modifiables comme le tabac, l'alcool, l'alimentation déséquilibrée et la sédentarité. Donc 40% des cancers, donc c'est quand même, et 80% des maladies cardiovasculaires. Donc c'est vrai que c'est pourquoi la nutrition est un véritable enjeu de santé publique, d'abord individuel bien sûr, on va le voir, mais ensuite politique, populationnel, parce que effectivement, si on arrive à modifier notre nutrition, on diminuera beaucoup de maladies inflammatoires. Donc, en termes de cancer, on sait qu'il y a certains facteurs qui sont protecteurs, notamment l'activité physique, bien évidemment. Alors, on a des facteurs qui sont avérés et d'autres, on est quasiment sûr également. Donc, ça, ce sont des données qui sont données par NACRE. On le sait, c'est des choses qui sont connues. Il y a eu des essais qui ont été faits derrière, donc c'est vraiment scientifique, et ça, on peut vous l'en assurer, et vous avez les sources en fin de ce PowerPoint. Donc, les fibres alimentaires, c'est extrêmement important en prévention du cancer colorectal, mais également en prévention du cancer du sein, et fruits et légumes aussi, et dans les fruits et légumes, vous avez donc des fibres également, et donc dans toutes les préventions de cancer, que ce soit ORL, mais aussi de l'estomac, du poumon, etc.
les produits laitiers qui portent beaucoup à polémique, effectivement, en fonction des orientations que vous avez, parfois naturopathie, certains nutritionnistes, etc. En tout cas, on sait que les produits laitiers sont un facteur plutôt favorable, protecteur, quand il s'agit d'un cancer du côlon et du rectum. Donc, vous voyez que tous ces aliments, donc les fibres, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce qui correspond aux fibres, c'est ce qui correspond aux fruits et aux légumes. C'est toujours ça de prix. Oui. Et donc, les fibres, c'est par exemple le chou, le chou-fleur, les artichauts, tout ce qui est légumes, les asperges. Le panais, on va rentrer dans la saison, le panais, le butternut, tout ce qui va être curcubitacé, etc. Tout ça, ce sont des fibres. Et tout ce qui est fruits, ce sont des fibres également. L'alcool. Alors, on sait que dans mon alimentation, je dois réduire les aliments, les facteurs qui augmentent mon risque de cancer. On sait qu'à partir d'un verre par jour, on augmente son risque de cancer. Mais les recommandations sont, en fait, de ne pas dépasser 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc, ce n'est pas que vous deviez, à la limite, si vous avez l'habitude et que c'est un plaisir pour vous de boire un petit peu, oui, vous pouvez boire, on ne vous l'empêche pas, mais simplement diminuer votre consommation d'alcool. Voilà, ça c'est très important. D'autre part, après, vous avez des facteurs qui augmentent son risque de cancer. Ça, on l'a vu, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. La charcuterie avec ses dérivés nitrés, on sait que c'est un facteur qui est aggrave, qui peut augmenter son risque de cancer. Donc, il faut limiter la consommation de charcuterie à moins de 150 grammes par semaine. Alors, 150 grammes, c'est une barquette à peu près. Hein. Ça correspond à 4 tranches de jambon. Le magret de canard, le jambon, quel que soit qu'est-ce qui est fumé, ça reste de la charcuterie. Hein. Donc, effectivement, c'est à limiter et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé. Ensuite, tout ce qui est viande rouge. La viande rouge est une alimentation inflammatoire, donc ça augmente mon risque de cancer. Mais attention, je peux en manger de la viande rouge. C'est pas qu'il faut se dire non, il faut que j'arrête tout alors que j'adore manger mon petit tourne d'eau à la brasserie du coin ou quand mes enfants viennent. J'ai le droit d'en manger, je dois limiter. Donc, faire attention entre limiter et supprimer. On ne supprime pas, mais on doit le limiter à 400 à 500 grammes par semaine. Donc, vous voyez, un steak, par exemple, quand même, un steak correct, c'est déjà pas mal. Ça fait 150 grammes. Donc, si vous en mangez 2 fois par semaine, ça vous fait 300 grammes. Donc, ça, vous pouvez y aller. Ça fait une belle portion et voilà, et ça permet d'avoir ce moment de plaisir. Voilà, il faut garder le plaisir. Il ne faut pas vous empêcher de le manger parce qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas manger de la viande rouge. On peut en manger, mais il faut le limiter. C'est ça, il faut vraiment rester raisonnable, mais continuer à se faire plaisir, c'est super important. Voilà, et donc quand vous en mangez environ 150 grammes, des portions de 150 grammes, c'est très bien. Et privilégiez bien sûr la volaille, qui est pour le coup une viande blanche. Donc ça, vous pouvez y aller presque à volonté, je dirais, parce que ce sont des protéines. De toute façon, il nous faut des protéines. Hein. Alors, quant à ma santé, je réduis bien sûr tout ce qui est aliments gras, aliments sucrés, aliments ultra transformés. Effectivement, plus vous pouvez faire les choses maison, et on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas difficile. C'est surtout de l'anticipation, vous allez voir. C'est vrai, on va me dire, mais moi, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, je ne peux pas faire ça. C'est une question d'organisation. Quand on va mieux, entre deux, parfois chimiothérapie, pendant 2 jours, on n'est pas bien, mais le 3e jour, on est un petit peu mieux. On essaye d'anticiper avec les aidants qui vous accompagnent et préparer des choses qui vont vous servir dans les moments où vous serez moins bien. Ça, c'est très important d'anticiper les repas avec les gens qui vous entourent. De s'organiser et surtout de partir vraiment des produits bruts. Voilà. Plus vous utilisez des produits bruts qui n'ont pas été transformés, mieux ce sera pour votre santé de toute façon. Toujours brut. Alors, effectivement, le fait maison. En termes de boissons sucrées, on évite les sodas, les jus de fruits, etc. Même si vous les voyez, les appellations sans sucre, tout est sucré. Hein. Même l'orange pressée, même le jus d'orange pressé, ça reste très sucré. Et puis, on évite de saler trop et on privilégie le sel iodé. Voilà. Alors, il y a un Nutri-Score qui a été mis en place, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Effectivement, il y a quelques inconvénients. Ils sont en train de le remettre en forme. Mais en tout cas, on évite trop les produits qui sont en tout cas Nutri-Score D ou E. Hein. Ça, c'est important. Maintenant, si vous avez une fois pris un produit de Nutri-Score D, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais alors, ne vous culpabilisez pas. Ce que je vous dis là, c'est de manière générale. C'est pour votre hygiène de manière générale. Mais un jour, si vous avez envie de vous faire plaisir avec des petits-enfants, en famille, en amis, mais faites-vous plaisir. C'est ce qu'il y a de plus important.
Et après, vous rééquilibrez sur les autres repas. Voilà, les 2 autres repas, les jours qui suivent, vous rééquilibrez. Hein. Donc là, je suis en prévention primaire, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, ensuite, les facteurs qui réduisent le cancer. Donc, bien sûr, les recommandations de l'ANSES, c'est 5 fruits et légumes par jour. C'est exactement 3 légumes et 2 fruits par jour. On privilégie toujours les produits complets, les féculents complets, les riz complets, les légumineuses, parce que plus riches en protéines et riches en fibres. Donc, les légumineuses, c'est les lentilles notamment, les pois chiches, le quinoa. Voilà, on a la farine de quinoa là, Donc, notamment. voilà, et qu'on peut utiliser aussi en pâtisserie. Voilà, pas uniquement vous voyez en la cuisine. quinoa, et ben voilà, on va vous donner le choix de l'utiliser pour faire des gâteaux, des tartes, etc. Et puis les produits laitiers, donc j'y reviens, c'est en principe 2 par jour. Ça peut être des yaourts, ça peut être du lait, ça peut être du fromage, du lait demi-crémé ou fromage. Donc tout ça, ça réduit le risque de cancer. Et plus globalement, dans votre santé, on privilégie tout ce qui est fruits à coque, non salés, non sucrés, c'est-à-dire les amandes, tout ce qui est oléagineux, c'est très bon, hein, amandes, pistaches, etc., parce que riche en oméga 3. Et les oméga 3, ce sont des huiles, c'est du gras anti-inflammatoire. Et puis, en termes d'huile aussi, on essaie de limiter l'huile de tournesol, qui est une huile un peu trop riche en oméga 6, donc plus riche, plus pro-inflammatoire. Et on privilégie l'huile de colza, l'huile de noix, qui sont des huiles beaucoup plus riches en oméga 3. L'huile d'olive aussi, mais elle n'a pas forcément plus d'oméga 3, mais elle est protectrice. Hein, elle fait partie du régime crétois, bien évidemment. Et si je peux me permettre, Geneviève, du coup, juste faire attention, toutes les huiles ne peuvent pas être chauffées. Voilà. Parce que souvent, enfin, j'ai la question aussi sur les ateliers, donc faire très attention à ça. La plupart des huiles végétales sont des huiles assez fragiles et on ne peut pas les faire chauffer. Alors, si on veut se faire une petite poêlée de légumes, un petit poisson vapeur, qu'est-ce qu'on utilise? L'huile d'olive, est-ce que je peux l'utiliser? Oui, l'huile d'olive, aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. Et si je voulais mettre de l'huile de noix? De l'huile de noix, non, uniquement à froid. Et uniquement à froid, huile de noix, huile de noisette à froid. L'huile de colza. L'huile de colza, légère température. Vraiment à très basse température. D'accord. Point de fusion 100 degrés. Donc, on fait revenir, mais on ne fait pas frire. Ceci dit, on fait rarement frire, quoi qu'il en soit. Voilà. Et après, tout ce qui est huile de lin, huile de sésame. L'huile de sésame supporte très bien la cuisson, donc sans problème. Exactement. Il y a plus d'oméga 6, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est de faire une assiette anti-inflammatoire. Donc, plus vous prenez des produits, des aliments à base d'oméga 3, plus vous allez avoir une assiette anti-inflammatoire. Et puis, vous avez donc aussi, pour avoir une augmentation en oméga 3 dans votre alimentation, c'est de prendre des poissons gras. Les poissons gras, c'est notamment les sardines, les maquereaux, les harengs, qui sont des petits poissons gras. Plus les petits, mieux c'est, parce que dans un écosystème, les petits sont mangés par les gros, et plus vous avez des gros poissons, et plus vous avez la possibilité d'avoir des métaux lourds. Donc, on préfère les plus petits, sardines, maquereaux, harengs, et saumon éventuellement. Voilà, parce que le saumon aussi. Pour résumer, oui, une assiette, comme tu viens de le spécifier, très riche en oméga 3. Qu'est-ce qu'on pourrait donc, pour un fruit à coque à sélectionner, une huile végétale et un poisson, qu'est-ce qu'il faudrait? L'idéal serait de prendre quoi, Geneviève? Moi, je prendrais... Pour que ce soit plus simple à comprendre. Bien sûr, je prendrais une sardine. D'accord. Les sardines, facile. Bon, ça ne sent pas très bon grillé, mais vous en trouvez aujourd'hui dans de l'huile d'olive. Et regardez bien les ingrédients toujours, avec des amandes. D'accord. Pourquoi pas, non salées, non sucrées. Et en termes d'huile, vaut mieux l'huile de colza, effectivement. Voilà, j'aurais une assiette anti-inflammatoire, voire du saumon éventuellement, et toujours ajouter des fibres dans mon alimentation. Savoir que dans une assiette, la moitié de votre assiette quotidienne doit être faite de fibres. Pourquoi les fibres? On l'a vu en prévention. Mais d'abord parce que ça a un effet sur votre transit, mais aussi ça a un effet favorable sur votre microbiote. Et on sait que le microbiote, c'est très important. Et la nourriture de toutes ces bactéries, le microbiote, c'est quoi? Je fais une petite digression. Oui, mais c'est tellement important. On risque d'avoir des questions de toute façon. Voilà, c'est 100 000 milliards de bactéries, de virus, mais surtout des bactéries qui tapissent votre muqueuse intestinale. Et ces bactéries, elles vous veulent du bien. Donc, il faut leur donner à manger des choses de qualitatif. Et qualitatif, elles se nourrissent de fibres. Et c'est en prévention notamment du cancer colorectal et d'autres cancers. Plus on a un microbiote qui est diversifié et de qualité, et plus on se protège de toutes les maladies inflammatoires.
Donc, donnez, voilà, la moitié de votre assiette quotidienne doit être faite de fibres. Donc, on peut varier les fibres, les couleurs, etc. Varier. Mais de toute manière, c'est important de varier et de prendre des fibres dans son alimentation. Et puis, les produits locaux. Alors, si possible, bio, sachant que les oméga 3 ou les fibres, elles restent fibres, même si ce n'est pas bio. Mais il y a certains aliments, effectivement, qui sont préférables en bio, bien sûr. Et puis, bougez, bougez, bougez. Je sais, vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément la pêche d'aller faire… on ne vous demande pas de faire un marathon. Ce n'est pas un marathon, c'est juste des activités, des petites activités quotidiennes qui font que vous bougez dès que vous en sentez le besoin. On sait que c'est un facteur de risque. Ça fait partie des facteurs qui diminuent les risques de récidive, déjà en prévention primaire, mais aussi de récidive. Là, le sport, c'est mieux qu'un médicament. Donc, c'est 30 minutes par jour, ou alors, si vous avez la force, c'est 1h30 de renforcement musculaire, c'est-à-dire avec des poids ou avec des cours adaptés que vous devez faire régulièrement 2 fois par semaine. Hein. C'est un temps important et évitez de rester assis à un ordinateur. On peut être au téléphone en marchant, en regardant des fleurs, en allant se promener. Voilà, vous évitez la position assise. Voilà, donc les 6 points clés à retenir. Alors, on va peut-être anticiper. Est-ce qu'il y a des aliments anti-cancer, d'après toi, Sandrine? Pas spécialement. Pas spécialement, hein, voilà. Non, effectivement, il n'y a pas d'aliment miracle. Le cancer est une maladie multifactorielle, donc il y a plusieurs éléments. On sait qu'il y a un facteur génétique, on sait qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Aucun aliment seul ne peut s'opposer à lui. Donc, tout ce que vous pouvez entendre à droite et à gauche sur des sites, Google et je ne sais quoi, il n'y a aucune source réelle. Cherchez toujours les sources quand vous allez regarder sur Google ce que vous cherchez. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des tas d'informations qui sont pas forcément, qui sont erronées. Donc, il faut savoir faire le tri. Augmenter la consommation d'aliments protecteurs n'annule pas l'effet, bien effectivement, d'une consommation excessive d'alcool. Ce n'est pas se dire je vais manger plein de fibres et je vais pouvoir boire à volonté. Non, mais effectivement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, gardez toujours le principe de plaisir et de bien-être. On est là pour vous faire comprendre ça, n'est-ce pas, hein? Vous allez voir tout à l'heure. Dommage que vous ne soyez pas avec nous parce qu'on va se régaler. Et puis, il est important de prendre de bonnes habitudes. Donc, si vous êtes en famille, eh ben, vous pouvez, dès le jeune âge, autour de vous, au début, ils vont peut-être un peu grogner, mais après, ils seront très, très contents. Et puis, ils verront que tout peut être très, très bon si c'est bien parfumé et si c'est fait bien agrémenté. L'activité physique, j'y reviens. Voilà, c'est très important. Notamment, déjà, ça contribue à diminuer la surcharge pondérale s'il y a surcharge pondérale. Mais en même temps, au bout de 30 minutes, vous avez libération de sérotonine, vous vous sentez mieux, vous êtes détendu et ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas. Alors, ensuite, il y avait, je crois, un troisième, c'est, oui, l'alcool. On sait que c'est un cancérogène qui est, voilà, on sait qu'il faut mieux éviter, mais les recommandations, c'est 2 verres, je rappelle, par jour, mais pas tous les jours. Voilà, alors je vous ai fait un vrai faux parce que c'est souvent les questions qu'on me pose. Vous me direz si vous en avez d'autres peut-être que je n'ai pas signifié, n'hésitez pas. Est-ce que les boissons sucrées augmentent le risque de cancer? Eh bien oui, mais oui, parce que les boissons sucrées, ça entraîne le surpoids et l'obésité, et le surpoids et l'obésité sont un risque de cancer, de plusieurs cancers. Donc on évite les boissons qui sont trop sucrées. Voilà, mais je fais une petite aparté parce qu'on me dit oui, mais moi je suis en chimio, je voudrais éviter, on m'a dit que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, etc. Alors, on verra tout à l'heure, quand vous êtes en traitement, ce qui importe le plus, c'est que vous conserviez une bonne masse musculaire. Donc, il n'est pas question de se mettre à faire, effectivement, restriction, trop de sucre, etc. On va vous apprendre à faire des gâteaux avec des index. Et savoir surtout utiliser les bons sucres, voilà. En fait. Utiliser les bons sucres, bien le faire. Les bons sucres et les bonnes farines. Voilà, tout à fait, exactement. En fait, effectivement, le surcharge, en tout cas l'obésité, est un facteur de risque, effectivement, de cancer. Donc, la restriction, les jeûnes intermittents, etc., il n'y a aucune étude clinique aujourd'hui, actuellement, en l'état actuel des connaissances, qui peut conclure que ça a un effet bénéfique sur la prévention du cancer. Voilà.
Donc après, on entend des tas de choses. Il y a même des services, effectivement, où il y a eu des régimes cétogènes, il y a des jeûnes intermittents qui sont faits, il y a eu aussi comment dirais-je, des retraites où on mange rien du tout, que de la soupe, etc. Sachez que quand on est en chimio, ce qui importe le plus, encore une fois, c'est sa masse musculaire. C'est ça, complètement. Hein, on est Il faut vraiment rester vigilant par rapport à tout ça et à tout ce qu'on peut vous conseiller qui n'est pas forcément exact. Le fait d'avoir une bonne masse musculaire, ça limite la toxicité des traitements. Donc, ici, nous, à l'Institut Raphaël, la première chose à faire, c'est qu'on prend le taux de masse grasse et de panne musculaire de la personne pour voir, et on la suit pendant toute sa chimiothérapie et ses traitements, pour voir si on n'a pas justement une baisse de cette masse musculaire. Et c'est très important de suivre parce qu'on peut à 10 000 dénutrition, et c'est plus embêtant quand on arrive en dénutrition. Voilà. Donc, attention à ce que vous pouvez entendre également. Ensuite, je continue. Souvent on entend que seuls les légumes et les fruits bio réduisent les risques de cancer. Ben non. C'est vrai que le bio, c'est mieux si vous pouvez, parce qu'effectivement, après, c'est un autre débat, hein, c'est les pesticides. Débat, tout à fait. On sait que les pesticides font partie des perturbateurs endocriniens et ont leur part aussi dans notamment les cancers et d'autres pathologies. Mais c'est un autre débat. Il faut consommer des fruits et légumes, qu'ils soient bio ou non. Et c'est effectivement par la présence de fibres et d'antioxydants associés à une réduction de risque des cancers. Donc, important comme tout. Voilà, donc si je fais un petit résumé de tout ça, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Diminuez la consommation de boissons alcoolisées tant que vous pouvez. Gardez-les juste dans les moments de plaisir avec vos amis. De partage, voilà, exactement, pour un petit événement. Voilà, j'ai envie de prendre un petit apéro, voilà, je le garde, mais je sais que j'essaierai de le limiter. Je vais prendre un jus de tomate. C'est ça, exactement. Pas mal un jus de tomate aussi. Voilà, j'ai une alimentation très colorée, rouge, vert, jaune, toujours équilibrée, diversifiée et toujours colorée. Et je pratique une activité physique régulière. Voilà, donc ça, ce sont tous les conseils que je peux vous donner en prévention primaire. Après, dès que on vous a diagnostiqué un cancer, dans ces cas-là, on a d'autres types de conseils à vous donner. On intervient au cas par cas. En fonction de ce que vous avez, des symptômes. Une chimiothérapie ne va pas donner les mêmes effets secondaires à Madame Durand et Madame Dupont. Donc, on ne peut pas vous dire, voilà, vous allez avoir ça, ça, ça. Et nullement, il est possible. Il y a des gens qui tolèrent très, très bien leur chimiothérapie, qui font du sport, qui sont en forme, qui n'ont pas de soucis. Et vous en avez d'autres qui vont avoir des mucites, qui vont avoir des nausées, des vomissements, des diarrhées, des constipations. Voilà. Donc, au cas par cas, on intervient. Et ça, c'est important de le savoir. Il faut évaluer. Donc, on évalue effectivement l'état nutritionnel par la prise. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle l'impédance, mais vous pouvez le faire chez vous par une balance. Il suffit d'acheter une balance connectée qui vous donne la masse musculaire, la masse grasse. Et toutes les semaines, vous vous pesez. Pas tous les jours, ça ne sert à rien, mais toutes les semaines, vous vous pesez vous-même et vous pouvez vraiment le faire de votre côté. Et le but, c'est vraiment de conserver cette masse musculaire que vous avez. Donc, nous, ici, on voit la base, votre masse musculaire. On voit en sorte qu'elle augmente plutôt qu'elle ne diminue, bien évidemment. Donc, il faut être à l'écoute, à votre écoute, vous aussi, pour une bonne qualité de vie. On va voir. Effectivement, il y a des moments où vous n'allez pas avoir faim, vous allez avoir des nausées. Ça peut être un dégoût, ça peut être un goût métallique dans la bouche, etc. Donc, vous allez voir, surtout, vous ne forcez pas. Vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Il n'est pas question de se forcer à manger. On ne force pas. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Par contre, on fait des collations. On n'a plus de repas, mais on a des collations qui sont faites toutes les 2 heures. Et dès qu'on ressent le besoin, l'envie, on va manger. On va manger de bonnes choses, des choses qui sont plus protéinées. Donc, voilà, on peut faire par exemple des flancs de légumes qui sont riches en œufs. On peut faire des gâteaux. C'est ça, alors justement, protéiné, comment on va pouvoir rendre quelque chose de protéiné, voilà. Geneviève, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Alors, on peut rajouter, si vraiment, on peut rajouter de la crème de lait. Si on reste sur des ingrédients faciles à trouver, hein, bien évidemment. La poudre de lait, vous pouvez augmenter. Alors,
au quotidien, il y a des yaourts, notamment qui s'appellent les skyrs, qui sont plus riches en protéines, avec 12 grammes de protéines, donc plus riches. Vous avez, quand il s'agit de salé, effectivement, manger plus de volaille, même si vous les mixez dans des gâteaux de légumes, voilà, c'est des soupes, vous pouvez très bien rajouter des œufs, vous rajoutez 2 œufs élevés en plein air, de préférence bio, ou en tout cas élevés en plein air, de poules élevées en plein air, vous mélangez ça dans votre soupe, vous avez rajouté 15 grammes de protéines. Voilà, c'est des petits trucs que vous pouvez faire. Mais aussi, on va voir avec toi ce qu'on peut faire en tant que pâtisserie. Tout à fait. Hein? Donc voilà, je vous laisse la parole à Sandrine. En pâtisserie, c'est pareil, enrichir en œufs et en jaune d'œuf, donc facilement doubler les quantités. Alors évidemment, doubler les proportions, pardon. Évidemment, ça va avoir un impact sur la texture, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Enrichir également avec de la crème, avec du cuir, comme tu le disais, qui laisse ces petits fromages un peu laitiers qu'on trouve facilement. En remplacement, par exemple, peut-être sur un yaourt, si vous utilisez un yaourt classique, dans un gâteau yaourt, peut-être remplacer son yaourt classique par un skyr. Voilà, comme ça, vous allez obtenir un gâteau qui va être beaucoup plus protéiné. Y rajouter de la poudre de lait aussi, à peu près 10 à 15% par rapport à votre poids total d'ingrédients, qui va vous permettre d'enrichir et de protéiner votre gâteau. En fait. Donc, de façon très simple, vous pouvez rajouter de la protéine dans votre dessert. Voilà, des œufs et même du blanc d'œuf, parce que c'est une référence en protéines, hein, le blanc d'œuf. Donc allez-y, même l'œuf de manière générale. Dans le jaune, il y a plus de gras, mais même si vous faites un peu de cholestérol, hein, il n'y a pas de. Ça, c'est aussi un faux problème. 75% du cholestérol est fabriqué par l'organisme. Il n'y en a que 25% qui viennent de l'extérieur. Donc n'hésitez pas à manger des œufs, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Non, on peut manger jusqu'à 6-7 œufs par semaine sans problème. Alors, on vous propose, si vous voulez, de faire un petit moment pour remonter une série de questions peut-être liées déjà à ces quelques conseils qui ont été apportés. Alors, c'est vrai que c'est des conseils entre guillemets qu'on peut diffuser autour de nous, qui sont bons pour tout le monde, on va dire. Mais il y a quand même différentes questions plus précises qui peuvent venir aussi de l'expérience des patients. Donc, pour avoir peut-être quelques trucs et astuces, je sais qu'Oriane a quelques questions qu'elle veut vous remonter. Mais moi, déjà, je voulais rebondir sur un petit peu l'introduction, parce que ça m'a un petit peu, on va dire, inspirée. Souvent, les personnes, notamment les proches de nos réseaux, se demandent toujours ce qu'ils peuvent bien faire pour aider les personnes malades. Et quand on vous a entendu, déjà, finalement, anticiper, faire les courses ou préparer peut-être une base, ça peut aider. Parce que les jours où on est vraiment fatigué en chimio ou qu'on est, on est dans les suites d'une lourde opération, c'est quand même le cas, notamment dans les cancers gynécologiques. Il y a quand même des traitements qui, à certains moments, sont très lourds. C'est une bonne idée de proposer autour de soi des coups de main concrets. Et notamment, pourquoi pas, est-ce que tu peux me faire le marché ou est-ce que tu peux me préparer une série de petites soupes ou de bases de légumes ou que j'ai pas tout à éplucher, enfin voilà. Et en fait, souvent, quand vous demandez des choses concrètes autour de vous, c'est beaucoup plus facile que les gens vous aident. Pareil, comment faire quelque chose pour les enfants parce qu'il y a un goûter ou les petits-enfants ou quoi. Ça peut être l'occasion, si on n'a pas la force de tout faire, soit d'anticiper et puis de finir en dernière minute avec l'aide de quelqu'un. Mais je trouve que c'est aussi l'occasion de dire c'est important ce qu'on mange, ça fait du bien. Il y a des moments où on n'a pas la force. Donc, c'est aussi intégrer ça dans des petites listes de choses qu'on peut demander autour de soi. Et souvent, ça fait plaisir aux gens de rapporter du bon pain ou des bonnes petites amandes du marché ou bien sûr des fruits et des légumes, le bon boucher, le bon poissonnier, etc. Et voilà, c'était juste ce petit clin d'œil avant qu'on vous pose d'autres questions. Je laisse la parole à Oriane. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, vous avez évoqué les effets indésirables liés parfois au traitement qui peuvent avoir un impact. Et on avait une question notamment sur les mucites. Béatrice disait, est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut privilégier quand on souffre de mucites? Déjà, il faut éviter tous les aliments irritants contre les noix, les acides, les choses acides. Ça, il faut éviter. Ensuite, je pense qu'il y a des bains de bouche également qui peuvent aider. Et puis, vous pouvez aussi prendre, pour vous aider au niveau de la bouche, prendre des aliments, de l'eau avec du fenouil, des choses comme ça qui vous aident au niveau du goût.
Mais effectivement, il faut d'abord traiter les mucites. Je pense que ça après, c'est un traitement que votre médecin va vous donner. Parallèlement à ça, les aliments qu'on ne peut pas, c'est les noix, par exemple, les fraises, tout ce qui est trop irritant. Il faut éviter. Après, tout ce qu'on peut utiliser également, ça va être les fleurs de mauve aussi. Oui. Les fleurs de mauve qu'on peut utiliser en infusion, froide, tiède, et qu'on peut consommer ou qu'on peut utiliser aussi dans une petite recette, hein, tout simplement. Ce qui est formidable chez Sandrine, c'est que vous allez voir quand elle fait, quand elle fait un gâteau, et ça, il faut avoir l'idée quand même. Moi, je ne l'avais pas, j'ai découvert ça chez. Vous faites une infusion que vous appréciez particulièrement. Une taille, n'importe quoi, une infusion caramel, et vous mettez cette infusion dans votre gâteau ou dans votre repas, et ça parfume d'autant le plat. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est-à-dire que c'est très simple, parce que tout le monde, on a tous une petite infusion chez soi, quel que soit le parfum, quel que soit si c'est de la menthe, de la verveine, une autre herbe aromatique, une fleur, des zestes d'agrumes, etc. On a forcément des petites infusions, et c'est vraiment quelque chose très simple à utiliser, qui ne coûte pas très cher et qui peut être utilisé très simplement dans une recette. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. C'est vrai, absolument. Donc là, les fleurs de mauve, ça peut être quelque chose, c'est très reconnu pour justement venir adoucir les mucites et qu'on peut utiliser en infusion, soit à boire comme ça, ou alors pour, je pense par exemple à cette petite recette de crumble qu'on a déjà fait ensemble sur un autre webinaire, tu te souviens, j'aime bien. Et justement, lorsqu'on fait sa petite poêlée de fruits pour faire son crumble, c'est très simple à faire, eh bien on peut venir parfumer ces fruits avec cette infusion de mauve, ou alors dans une petite crème qu'on va accompagner, une petite crème montée, on va faire infuser ces fleurs de mauve, et ça va permettre de venir adoucir et d'enrober un peu le palais pour calmer les mucites. Et en même temps, on se fait plaisir avec quelque chose de très léger, de très frais. Alors, on a une chef, alors elle vous parle de monter une crème. Moi, je prends l'infusion tout simplement du sachet bien, je la laisse infuser et j'en mets un petit peu, tout simplement. C'est plus pratique, c'est moins raffiné, bien sûr, parce que voilà. Non, mais quand je dis monter, c'est au robot ou alors avec un fouet classique à la main. C'est comme monter une crème chantilly, uniquement avec la crème et l'infusion. Et voilà. Très bien, très bien. Alors, Oriane, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce qu'on va peut-être passer à la partie pâtisserie et on reviendra vers vous? Alors, il y a d'autres questions, mais peut-être comme dans la pâtisserie, il y a des matières grasses, etc., qu'il y avait des questions notamment sur les matières grasses à utiliser, peut-être que vous allez l'aborder et sinon on les posera en fin de webinaire. Ok, ça marche. Eh bien, on va passer maintenant, on va axer un petit peu plus sur la pâtisserie, parce que je sais que vous attendez aussi ce moment avec impatience. On va peut-être se faire un point, je pense très important, sur les notions de index glycémique, glycémie, etc., pour que ce soit un petit peu plus clair, et pour ensuite dérouler via les aliments, enfin les bons sucres, les bonnes farines à utiliser au quotidien. Alors, index glycémique. Geneviève, qu'est-ce que c'est que l'index glycémique? L'index glycémique d'un aliment, qu'est-ce que c'est? L'index glycémique, c'est le pouvoir d'un aliment à augmenter la glycémie par rapport à un aliment de référence qui est le sucre, donc c'est sans le glucose. Voilà, c'est ça l'index glycémique. Donc, plus vous allez prendre un aliment à index glycémique élevé, plus vous allez, parce que l'organisme est bien fait, on a le pancréas qui va sécréter de l'insuline, plus vous allez avoir une sécrétion d'insuline réactionnelle à une augmentation de votre glycémie, et plus d'abord vous risquez d'avoir faim plus tôt, parce que ça va vous donner un choc insulinique qui fait que vous allez avoir faim, parce que le pancréas va sécréter beaucoup d'insuline, et puis au bout d'un moment, il va se fatiguer ce pancréas à force de manger ces produits trop sucrés à index glycémique trop élevé, et peut créer des diabètes et des insulinorésistances. Voilà, donc ça c'est ça, et puis en plus, ça donne plus, on fait un stockage, du coup ça se stocke en termes de gras et en termes de sucre. Donc, on privilégie toujours, quel que soit le moment, on privilégie toujours des index glycémiques qui sont les plus faibles possibles. Alors, je vous donne un exemple. Le pain blanc, c'est un index, c'est du sucre, par exemple. Les carottes cuites, on pense manger des légumes, et c'est très riche, l'index glycémique est très fort également. Donc, vous avez des tableaux sur Internet sur lesquels vous pouvez vous référencer. Il y a des livres qui sont sortis aussi, dans lesquels vous avez des tableaux d'index glycémique sur lesquels vous pouvez regarder. Vous avez certains fruits qui sont très riches en index glycémique élevé. Il y a l'index et la charge, mais déjà, si vous voyez déjà, vous référencez sur l'index, c'est déjà pas mal. Et toujours prenez des index faibles. Donc, par exemple, les pâtes, si vous prenez des pâtes blanches,
c'est des plats, effectivement, vous allez prendre du sucre. Après, vous avez l'importance, l'impact de la cuisson. Plus vous cuisez un aliment comme des pâtes, et plus l'index glycémique augmente. C'est pour ça qu'il est préférable de faire des pâtes al dente ou alors de manger encore des pâtes complètes, parce que dans les pâtes complètes, vous avez des fibres qui vont diminuer l'index glycémique. Chaque fois que vous mangez un aliment sucré, prenez toujours des fibres avec, parce que ces fibres vont diminuer l'absorption du sucre ou des graisses qui se trouvent dans l'intérieur de votre aliment. Voilà, donc ça, c'est des petits trucs que je vous donne. Voilà, une banane, par exemple, plus elle est mûre et plus l'index est fort. Donc, on prendra plutôt des index un peu plus faibles. Voilà. Et donc, pour compléter, à savoir que l'index glycémique est répertorié sur une échelle, en fait, une échelle allant de 0 à 100 est divisée en 3 groupes. Donc, de 0 à 35-40, on est sur un index glycémique bas. Super. De 35 jusqu'à 60, on va être sur un index glycémique moyen. Et au-dessus de 60 jusqu'à 100, comme le disait Geneviève, on sera sur un index glycémique haut. C'est plus simple ensuite, lorsqu'on va parler des ingrédients, d'avoir une référence par rapport aux chiffres. Effectivement, comme le disait Geneviève, plus on cuit, le mode de cuisson a une incidence sur l'index glycémique en cuisine et en pâtisserie. Plus on cuit, plus on va développer des glucides, plus on augmente l'index glycémique. Une carotte râpée, crue, n'aura pas le même index glycémique qu'une carotte cuite vapeur, qu'une purée de carotte hyper bouillie, hyper cuite. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Tu le disais, le glucose, index glycémique haut, 100. Le glucose, c'est un sirop qu'on retrouve énormément, moi, dans mon domaine, dans la pâtisserie. On utilise, alors moi, je ne l'utilise plus, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans tout ce qui va être glaçage. Quand vous avez un entremets chez votre pâtissier, vous retrouvez du sirop de glucose dans cette pellicule un peu brillante autour de l'entremet. Mais on va en retrouver également dans tout ce qui est produit ultra transformé. C'est pour ça qu'il faut éviter de consommer des produits ultra transformés. Et là, ce sont des sucres industriels de synthèse comme le glucose, fructose, qui vous donnent une envie, une appétence à en reprendre, etc. et qui sont vraiment très mauvais pour la santé, pour le coup. Ça, vraiment, il faut vraiment éviter tout ça. Il faut savoir lire. Alors, peut-être, ça sera l'objet d'un prochain atelier, décrypter les étiquettes alimentaires. C'est ça, c'est lire toutes les packaging. Moi, je le répète sur tous les ateliers, il faut vraiment lire toutes les étiquettes sur les produits que vous achetez. Parce que voilà, on ne peut pas faire confiance à une marque ou un fournisseur ou un industriel, puisqu'on retrouve toujours des sucres rajoutés, des matières grasses rajoutées. Donc, il faut vraiment tout checker. C'est une bonne idée d'atelier, très bonne idée. On la retient. Oui. Il y a énormément à dire et à montrer justement et à expliquer. Et par exemple, partir peut-être d'un produit prêt, je veux dire qu'on peut acheter en magasin, faire le décryptage, mais donner l'alternative, le pendant, mais comment on peut faire maison en fait. Puisque ça, c'est possible. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à refaire. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça là? Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'espère que vous voyez. Je ne sais pas. Laure et Oriane, est-ce que vous arrivez à voir ce que je vous ai préparé? Là, c'est parfait. Super. Merci Geneviève, tu es au top. Alors, je vous ai préparé différents sucres, différentes farines pour qu'on puisse parler justement index glycémique et vous aider au quotidien à faire les bons choix pour des petites recettes et surtout pour diminuer cet index glycémique. Alors, on va peut-être commencer par les sucres. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut utiliser certains sucres s'ils sont à index glycémique faible. Exactement. Alors, moi, je ne mets pas automatiquement du sucre dans mes recettes. Bravo. D'accord. J'ai toujours, de par mon parcours, de par ma démarche, j'ai toujours diminué la quantité de sucre dans les desserts que je proposais. Et aujourd'hui, je n'utilise presque plus que des sucres complets. D'accord, on va y revenir. Et des sucres à faible index glycémique lorsque je les utilise. Mais on peut faire des recettes sans sucre parce qu'on va compenser par autre chose, par un fruit ou un légume où là, il y aura une présence de sucre naturel. Qu'est-ce que tu penses quand on voit des recettes sur Internet? Moi, parfois, on peut diminuer de moitié la quantité de sucre. Bien sûr, bien sûr. Toutes les recettes que vous trouvez déjà en ligne ou dans des livres de recettes, c'est souvent le retour qu'on me fait. Même ma fille me le dit au quotidien. Dans une recette classique, vous pouvez déjà diminuer par 2 les quantités de sucre. Ça, c'est une évidence. Dans toutes les recettes, il y a beaucoup trop de sucre. D'accord? Donc là, voilà, je vous ai mis un petit assortiment d'échantillons de sucre. Sur le devant, vous avez du sucre blanc de betterave, sucre classique, qu'on peut trouver partout en grande surface et dans tous les produits de pâtisserie, dans n'importe quelle pâtisserie. Ensuite, je vous ai mis un sucre complet.
du Costa Rica, sucre complet de canne à sucre. Ensuite, un autre sucre complet de canne, on va être sur un sucre panela. Là, on va être sur un sucre de canne, mais muscovado, donc avec une couleur beaucoup plus foncée. On a des nuances de couleurs différentes. Et un index glycémique faible, hein, le muscovado. Il est plus faible que le sucre roux. Non, il est haut. Ah, il est haut. Il est haut et on va y revenir. Là, on a un autre sucre complet, mais on sera sur du sucre de fleur de coco. Et là, je vous ai mis un petit échantillon de sucre liquide. On est sur du miel d'acacia, un sucre naturel. Alors justement, donc, notre sucre blanc de betterave, que vous consommez, je pense, le plus souvent et au quotidien, il faut l'éviter. On est sur un index glycémique de 70, donc un index glycémique haut. D'accord? Donc, à éviter et à privilégier à la place des sucres complets de canne. Donc là, j'en ai mis plusieurs. Hein. En fait, les sucres complets de canne, vous les trouvez très facilement en grande surface, d'accord, ou dans les magasins bio, ce que vous voulez, on les trouve très facilement. Le nom diffère en fonction de la localisation géographique du sucre. S'il vient de l'île Maurice, s'il vient de la République dominicaine, s'il vient de la Martinique, etc. D'accord? Mais ça reste des sucres complets de canne. Et ça reste du sucre. Et oui, avec un index glycémique important. La différence donc entre le sucre blanc de betterave et ces sucres complets de canne, c'est que nous avons un index glycémique haut donc pour tous, d'accord? Mais nous avons un pouvoir sucrant double pour les sucres complets de canne. Ce qui veut dire que dans vos recettes classiques, par exemple une pâte à crêpes, si vous avez 100 g de sucre blanc de betterave, vous allez diviser vos quantités par 2, voire par 3. D'accord? Donc ça, c'est vraiment d'une simplicité à utiliser. Et ce qu'il faut savoir, Geneviève, tu ne vas pas me dire le contraire, c'est que les sucres complets de canne, les sucres complets ne sont pas transformés. D'accord? Donc ils contiennent plus de minéraux, d'antioxydants, de fibres, de protéines végétales. On est bien d'accord? Donc ils sont meilleurs pour la santé. C'est vrai. Voilà. Mais ça reste du sucre. Mais ça reste du sucre. Nous sommes bien d'accord. Celui que je préfère utiliser dans mes recettes, c'est un sucre complet, mais là, il est issu de la fleur de coco. On est sur un sucre de fleur de coco. Ça, je préfère. On est d'accord. On a un sucre qui a une couleur aussi un peu marron. Oui, ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Souvent, on le voit, on a du mal dans les préparations parce qu'il est un peu brun. Souvent, j'ai le retour. On me dit, oh là là, oui, c'est super, mais par contre, alors ça donne un goût et effectivement, ça donne une couleur. Certes, mais il faut l'expliquer. Il faut dire oui. Par exemple, ma crème n'est pas jaune comme d'habitude. Elle est marron, tout simplement parce que j'ai utilisé du sucre de fleur de coco, mais qui est meilleur pour la santé parce qu'il a un index glycémique bas aux alentours de 30. Et en plus, si je ne me trompe pas, ce sucre de fleur de coco contient un prébiotique. Oui. On est d'accord? Qui s'appelle l'inuline et donc qui va être bon pour la flore intestinale. Absolument. Ok, donc là on est vraiment… qui agit sur votre flore intestinale. On est vraiment aligné pour tout avec ce sucre. Index glycémique. Et ça se trouve facilement ou pas, ce sucre-là? Exactement, Laure. On le trouve maintenant partout, dans toutes les grandes surfaces, dans les magasins bio et même en vrac. Ce qui vous permet d'acheter des petites quantités, ne serait-ce que pour le tester au début. D'accord? Pouvoir sucrant double. Donc, effectivement, on divise les quantités par rapport au sucre blanc par 2 ou par 3. D'accord? Je pense que c'est assez clair et simple d'utilisation. Ensuite, je vous ai parlé du miel. Pourquoi le miel? Tout simplement parce que le miel, oui, certes, c'est un sucre, mais ça reste un miel naturel qui a en plus des vertus thérapeutiques selon la variété de miel qu'on va choisir. Donc, je pense que ça peut être une bonne alternative aussi plutôt que le sucre blanc. Miel, index glycémique haut, excepté pour le miel d'acacia qui va avoir un index glycémique plus bas. C'est pour ça que moi, je me dirige vers un miel d'acacia. Pouvoir sucrant élevé également. Fructose. Voilà. Mais quand même, pouvoir élevé. Le miel reste élevé en termes d'index glycémique. Complètement. Donc, divisez aussi vos quantités par 2 ou par 3. Mais ça peut être, voilà, souvent on a un peu de miel chez soi. Ça peut être une alternative si on veut sucrer, même un yaourt ou quelque chose. Voilà pour les miels. J'espère que c'est… on essaye de faire simple, efficace et que ce… Allez à l'essentiel. Si j'ai mon petit yaourt, moi je préfère ajouter des fruits rouges. Et des antioxydants, bien évidemment, pas sucrés, plutôt ma cuillère de miel. Mais effectivement, je te rappelle qu'on rentre dans l'automne, les fruits rouges c'est terminé. Oui, bon, d'accord. Alors une pomme. La saisonnalité, c'est super important. Bien sûr. Enfin, moi j'y attache beaucoup d'importance. D'utiliser, voilà,
au local, c'est encore mieux, mais surtout respecter la saisonnalité pour avoir justement des produits qui vont être à maturité et qui vont contenir le maximum de minéraux, de vitamines qu'il va falloir, de protéines, de fibres, si on respecte la saison. Donc là, on a fait ce petit point sur les sucres. Un petit point rapide sur les farines, parce que c'est pareil, selon les farines, vous avez des farines qui vont avoir un index glycémique plus bas que d'autres farines. Donc, quelques farines à privilégier. Donc, la farine de blé classique blanche, elle a un index glycémique élevé et en plus, elle est complètement dépourvue de vitamines, de minéraux, de fibres, etc. Elle a été ultra transformée. Donc, si vous devez utiliser une farine de blé, je vous invite à aller plutôt sur une farine de blé T80 semi-complète qui va être déjà un petit peu plus riche en termes d'apport nutritionnel. Mais elle reste avec du gluten. Mais elle reste, on est sur une farine à gluten, bien évidemment. Une farine également qui contient du gluten, mais qui a un index glycémique bas et que j'utilise beaucoup en pâtisserie, parce qu'elle est très simple à utiliser. Elle s'utilise exactement en même proportion dans une recette que votre farine blanche de blé classique. C'est la farine d'orge mondée, qu'on trouve quand même assez facilement partout. Index glycémique bas. D'accord, elle contient du gluten, mais un index glycémique bas et elle s'utilise très facilement. Très bien, très bien. C'est quelque chose que j'utilise, voilà, et elle n'a pas un goût particulier, donc très simple à utiliser. Là, j'ai mis également une petite farine de quinoa, parce qu'on ne pense pas forcément, comme tu le disais tout à l'heure, à aller vers du quinoa. Et le quinoa s'utilise aussi en pâtisserie, sous forme de farine, sous forme de flocons, ou sous forme même de grains de quinoa, pour se faire des petites salades sucrées, avec des légumes, des fruits, etc., pour se faire un dessert très léger, ça peut être quelque chose à utiliser. Donc là, on est sans gluten et index glycémique bas. Donc, très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la farine de sarrasin? Alors, farine de sarrasin, je l'adore. Pourquoi? On est sur une farine française, locale, qui ne coûte pas cher, qu'on peut trouver partout, sans gluten et une des farines plus riches, nutritionnellement parlant. Tu es d'accord avec moi? Absolument. Voilà. Alors, oui, et là, on me dit, j'entends déjà les questions. Sans gluten. J'entends déjà les questions et les retours. Oui, mais moi, j'aime pas le sarrasin. Ok, vous n'aimez pas le sarrasin. Mais attention, selon les variétés de sarrasin, toutes les farines n'ont pas le même goût. Vous avez des sarrasins qui sont plus ou moins prononcés. Donc, il suffit juste de trouver votre farine de sarrasin qui aura un goût neutre et le tour sera joué. Voilà pour les farines. Je pense qu'on va passer maintenant sur la recette. Allez, c'est parti. Hop, on va mettre tout ça en pratique. Alors, le temps que tu t'installes, Sandrine, une petite question au passage. On a parlé, tu vois, des bons fruits, des bons légumes, et notamment les choux, les légumineuses, etc. Oui. Là, tu parles du sarrasin, etc. Il y a un grand nombre de personnes qui, entre guillemets, ont tendance à ne pas être confortables, à avoir notamment des gaz avec un certain nombre d'aliments. Et quand on n'est pas bien en plus ou en traitement, du coup, c'est pas très confortable. Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour finalement mieux digérer ces aliments qui, par ailleurs, sont très intéressants? Alors, chacun est particulier face à ces ballonnements. Effectivement, il y a des aliments qui entraînent plus de ballonnements que d'autres, c'est vrai. Notamment les légumineuses parfois, les quinoa, les pois chiches, etc. Ça peut entraîner des ballonnements. Après, vous avez la farine blanche. Souvent, il y a des intolérances au gluten qui peuvent entraîner aussi des ballonnements. Dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux prendre des farines sans gluten qui aident. Sinon, pour les ballonnements, il faut penser à manger lentement, anormalement, lentement. Un repas, ça se fait pendant 20 minutes, une demi-heure avec une fourchette, un couteau, une assiette. On mange tranquillement. Les fibres, alors justement, là, il faut être vigilant. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes de ballonnement avec le chou, le brocoli, les choses comme ça. Donc, et pourtant, c'est excellent pour votre microbiote. Ça fait partie des prébiotiques, donc des aliments qui font favoriser. Dans ces cas-là, vous les englobez dans du riz, par exemple, ou dans des aliments comme des pâtes, du riz, etc. Ouais, c'est une bonne astuce, ça. C'est une très bonne astuce. Mais oui, parce que du coup, on n'a pas l'effet gaz. Complètement. On ne mange pas que des brocolis, donc c'est mieux toléré par l'organisme. Donc voilà, ça, c'est des petits trucs qui peuvent aider. Peut-être mixer, en fait, même que ce soit chaud ou froid, dans des salades, des choses comme ça. Oui, mixer, même quand c'est au repas. On met des brocolis, on fait par exemple un gâteau de légumes dans lequel on met un petit peu des œufs, des brocolis, on peut mettre un petit peu de riz ou des choses comme ça. On peut mixer effectivement pour qu'il n'y ait pas que l'aliment.
Et après, les ballonnements, selon chacun, ça peut… ça, c'est vraiment en fonction de chacun, hein, les ballonnements, en fonction des aliments. Hein. Mais c'est vrai que les ballonnements, il y a aussi un facteur stress, un facteur détente qui intervient. Quand on mange vite, on est énervé, on a tendance à avoir beaucoup plus de gaz. Dans ces cas-là, il faut travailler aussi sur la respiration, sur la cohérence cardiaque, pour apprendre à se détendre et avoir moins de gaz. Donc, après, c'est à l'interrogatoire qu'on sait pourquoi la personne a ses gaz. Voilà. J'ai l'impression que Sandrine est prête. Ah oui, moi je suis prête, je suis au taquet, Laure. Parce que maintenant, c'est le moment de la recette. On va commencer à avoir un petit creux, Geneviève. Ah oui, bah, c'est l'heure. Hein, c'est l'heure. Et on va vous faire envie parce que nous, on va pouvoir goûter, justement. Alors, une recette très simple à faire, que vous pouvez anticiper également et que vous allez surtout pouvoir décliner au fil des saisons avec également ce que vous aimez et ce que vous avez chez vous. D'accord ? On va travailler autour d'une petite tartelette poire, orange, cannelle, donc composée d'une pâte sablée, d'une compote maison et de quelques lamelles de poire. Ça va être assez simple à réaliser. Bien évidemment, j'ai fait un peu de préparation avant pour qu'on puisse gagner du temps. Je ne vais pas faire la recette en totalité, mais je vais vous expliquer, vous montrer comment on la prépare et ensuite, nous, on pourra la finir et la goûter avec Geneviève. Donc, cette tartelette, elle va être composée d'une pâte sablée à l'amande et à l'orange, composée justement de farine d'orge mondée pour pouvoir baisser l'index glycémique dans cette petite tartelette. On va également utiliser de la poudre d'oléagineux, de la poudre d'amande, mais libre à vous ensuite d'aller sur un autre fruit oléagineux de votre choix, de la noisette, de la noix, de la pistache, tout ce que vous voulez. On aura des flocons d'orge, donc de l'orge mais sous une autre texture, pour apporter du croustillant et un petit peu de matière dans notre pâte sablée. On aura un peu de beurre, donc au choix, selon ce que vous pouvez supporter, du beurre doux ou un peu de beurre de micelle. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Un peu de sucre de fleur de coco, faible index glycémique, d'accord ? Un œuf pour venir lier l'ensemble et apporter des protéines. Et ensuite, quelques graines de chia. On n'a pas parlé des graines, mais les graines de chia, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. On peut l'utiliser de différentes façons. Et qu'est-ce que vont nous apporter ces graines de chia, nutritionnellement parlant, alors, Geneviève? C'est vrai que c'est formidable, les graines de chia. Ça augmente 20 fois son poids en eau. Donc, pour les personnes qui sont en surpoids et qui veulent faire attention, c'est très bon. Il faut, à la limite, vous mettez ça dans du lait d'amande, par exemple, vous mettez les graines de chia, vous les mettez au réfrigérateur et ça vous fait un petit pudding quelques heures après. Vous rajoutez des fruits rouges ou des fruits pas rouges aujourd'hui, des poires. Je reste dans la saison sur les fruits rouges. Parce que c'est très riche en antioxydants et c'est tellement peu calorique. Et dans ces cas-là, donc c'est riche en oméga 3, c'est riche en protéines, c'est riche en fibres. Alors, ça a un effet un peu laxatif par contre, donc soyez vigilants si vous avez des problèmes de transit, mais sinon c'est un excellent, c'est ce qu'on appelle un super aliment. Hein, donc, n'hésitez pas à le consommer. Donc là, et ça apporte beaucoup de croquants. Alors, avec tous ces petits ingrédients, donc c'est facile. Franchement, cette recette de pâte à tarte, de pâte sablée, soit si vous avez la chance d'avoir un robot et pour ne pas trop vous fatiguer, vous utilisez un robot chez vous, soit vous faites tout simplement à l'ancienne avec un bol et une maryse ou les mains, d'accord? Donc, je commence par mélanger mon beurre coupé en morceaux avec mon sucre de fleur de coco pour obtenir un peu comme une crème. Cassonable alors un peu. Exactement, tout à fait. Je vais crémer mon beurre avec mon sucre de fleur de coco. Ensuite, je vais rajouter mes poudres. En l'occurrence, ce qui va être poudre d'amande, farine, les flocons et mes petites graines de chia, d'accord? Et pour finir, j'ajoute mon œuf en dernier. Et j'obtiens une pâte sablée. J'ai ajouté un zeste d'orange également pour apporter un petit peu de peps et un petit peu plus de saveur. Donc, j'obtiens une pâte sablée, d'accord, qui a beaucoup de relief, tu vois. On voit les flocons d'orge, les zestes, les graines. Compact, hein? Exactement, mais elle est très souple, tu vois. Oui, et en fait, très bien. Ce qui est génial avec cette recette de pâte à tarte, c'est qu'on n'est pas obligé de l'étaler au rouleau. On n'est pas obligé d'avoir un moule, d'avoir un cercle. Certes, moi, j'ai un cercle à tarte parce que c'est ma façon de travailler. Je me sens un petit peu mal si je n'ai pas mon matériel. Mais ce n'est pas une obligation, justement. C'est que cette pâte à tarte, je vais même le faire devant vous, vous voyez, je la prends avec les mains et je viens en fait la tasser
dans mon cercle, d'accord? Et si je n'ai pas de cercle, je n'en mets pas. Je viens étaler ma pâte comme ça. Je viens l'appuyer sur le dessus et ça me fait mon fond de tarte, d'accord? Pas besoin de rouleau, pas besoin de matériel. Voilà, c'est vraiment très, très simple. On peut faire ça très rapidement. C'est une pâte à tarte. On peut faire ça avec des petits-enfants très petits. Là, on peut inviter les petits-enfants. Justement, on peut s'aider avec les petits-enfants. Tout à fait. Mercredi après-midi. C'est ça qui est super. Et cette pâte à tarte, lorsqu'elle est faite, vous pouvez la conserver crue au moins 2 à 3 jours au réfrigérateur filmé sans aucun problème. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage. Crue au réfrigérateur ou même au congélateur. Ah, oui, d'accord? Bonne idée. Ce qui permet justement d'en faire d'anticiper. Vous faites des petites portions au congélateur et comme ça, vous la ressortez lorsque vous en avez besoin. L'important aussi, c'est de savoir que quand on est sous traitement et qu'on a des nausées, etc., on n'a pas envie de manger de grosses quantités. Exactement. Et on est même écœuré rien que de voir les grosses quantités. Donc, il faut faire des collations avec des petites choses. Travailler sur les portions, voilà. Vraiment réduire les portions dans les assiettes. Ça, c'est super important. Mais il faut que ce soit dense en termes de calories. Petite portion, mais densité importante calorique. Exactement. Cette belle chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Une compote de fruits maison. Donc, on est dans la saison des pommes et des poires, bien évidemment. On va commencer à avoir moins de choix. Une compote de fruits maison, très simple. J'ai épluché mes fruits, mais ce n'est pas une obligation. On peut conserver la peau si on est sur des fruits bio, puisqu'évidemment, on a aussi tout ce qui est fibres et la pectine dans les épluchures, dans les peaux. Donc, au choix, on épluche ou on n'épluche pas. On coupe ces fruits qu'on met dans une casserole avec un tout petit peu d'eau et un peu de jus de citron. Je couvre, je cuis pendant 5 minutes. C'est tout, rien de plus. Je mixe et je ne rajoute rien. Et j'ai une compote de fruits maison, sans sucre rajouté, sans rien du tout. Libre à vous de parfumer avec une épice ce que vous voulez. Ou une infusion. Ou une infusion. Mais on est sur quelque chose de naturel, très simple à préparer. Je vais venir prendre une cuillère et je vais venir mettre cette compote. Voilà, une bonne cuillère de compote sur le dessus de mon fond de pâte, d'accord, qui est cru pour l'instant. Hein. Et là, ça va juste me rapporter donc des fibres végétales, des protéines végétales, me renforcer aussi en goût de fruits, d'accord, et on reste très naturel et ça va être très léger en fait. On va être sur une tartelette très légère. Voilà, juste une petite cuillère comme ça. Donc jusque-là, rien de compliqué, tout le monde peut faire. Hein. Et ensuite, j'ai déjà en amont coupé mes lamelles de poire que j'avais juste mis dans un petit peu d'eau citronnée pour les maintenir, pour éviter qu'elles s'oxydent. Et là, je vais venir mettre mes petites lamelles de poire. Je vais même les mettre on va changer par rapport aux autres. Hop. On va venir se les mettre un peu en quinconce sur le fond de tarte. D'accord? Donc après, libre à vous d'utiliser les fruits de votre choix, de les mettre de la forme que vous voulez. Donc jusque-là, rien de compliqué. Hein. Ah non, ouais, je vois que c'est très simple. Très simple. La pâte, peut-être. Franchement, c'est très rapide. Non, parce que justement, tu peux l'utiliser, la manier sans moule, sans rouleau à pâtisserie. C'est vrai que ça, c'est. Tu vois? Donc ça, c'est très facile. Et les flocons sont donc des flocons de. Des flocons d'orge. Des flocons d'orge. C'est ça, les flocons d'orge. Voilà, ça s'achète sous cette forme-là. Exactement. Flocons d'orge. Donc, c'est un index glycémique très faible et ça vous donne, c'est la base. Ça va apporter du croustillant et de la texture à l'ensemble, en fait. Avant de mettre cette petite tartelette au four, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés à peu près. Là, on aura une cuisson de 15 à 20 minutes, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais parfumer aussi mes poires et apporter un petit goût supplémentaire et je vais utiliser une épice. Donc, j'ai préparé un petit jus d'orange, j'ai pressé une demi-orange. Et j'y ai rajouté de la cannelle en poudre. Moi, j'utilise beaucoup la cannelle. Alors oui, il faut aimer la cannelle, mais on peut en mettre vraiment très léger, pour que ce soit léger. Et sinon, si on n'aime pas la cannelle? Si on n'aime pas la cannelle, de la vanille, de la cardamome, on peut mettre une herbe aromatique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Voilà, vraiment, après, libre à chacun de la fleur d'oranger. De la fleur d'oranger également, tout à fait. Mais la cannelle, elle est intéressante parce que justement, lorsqu'on a des nausées, lorsqu'on a des vomissements, ça permet de venir atténuer. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la cannelle. Et du gingembre. Du gingembre aussi. Du gingembre, c'est possible. Du gingembre frais, râpé. Donc là, je vais juste venir prendre un petit pinceau, d'accord? Et je vais venir badigeonner mes petites lamelles de poire avec ce jus d'orange parfumé à la cannelle. Et ça, je le referai 1 à 2 fois pendant la cuisson de la tartelette pour éviter que mes poires ne se dessèchent.
Le but est de conserver de la poire un peu humide, qui soit gourmande, d'accord, et qui contienne encore voilà, le maximum de choses à l'intérieur. Donc, je badigeonne tout simplement comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très rapide et très simple. Et maintenant, je n'ai plus qu'à enfourner cette tarte à peu près à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes selon le diamètre et selon l'épaisseur de votre tarte. Très rapide, 180. très simple. Oh, 160. 160 combien? 15 minutes. Ouais, 15 à 20 minutes. D'accord? D'accord. Ok, je vais donc enfourner. Et comme par magie, mes tartelettes sont déjà cuites. Ah, allez, Geneviève, je te laisse prendre une autre assiette. Il fallait venir avec nous, messieurs, dames, là. Hein, donc, j'ai déjà bien évidemment anticipé et je vous ai préparé deux petites tartelettes pour qu'on puisse goûter. D'accord? J'avais disposé les poires en rosace, mais c'est exactement de la même façon. J'ai préparé également tout à l'heure, Geneviève nous a parlé du skyr, d'accord, qui est très riche en protéines. Alors, voilà, le dessert, il faut qu'il reste simple, équilibré, mais il faut que ce soit gourmand aussi. Là, on a beaucoup de fruits, on a de la fibre, de la protéine, index glycémique bas, hein, souvenez-vous. Oui. Mais voilà, pour que ce soit un petit peu plus gourmand, j'ai pris de la crème liquide normale, classique. Oui, mais il y a l'alternative. D'accord. Crème. Oui, pardon? Skyr, l'alternative. L'alternative, mais j'en ai, j'ai de la crème liquide et du skyr. D'accord? Mais l'alternative, c'est une crème végétale. Si on veut être sans lactose aussi, on peut aller sur une crème de coco. D'accord? Crème de coco qu'on monte de la même façon au robot, qu'on va foisonner au robot. Sans rien. Sans rien, comme la crème liquide classique. Et là, j'ai rajouté un petit peu de skyr dedans pour apporter de la protéine. Un petit zeste d'orange pour parfumer. Et on va venir accompagner cette tartelette d'une petite quenelle de crème pour que ce soit un petit peu plus gourmand. Pour les personnes qui ont du mal à manger, qui sont en dénutrition, exactement. Ça c'est formidable parce qu'on a de l'énergie par la crème et on a des protéines par le skyr. Exactement. Et c'est goûteux. C'est exactement le but Bravo, de l'utilisation du skyr. Donc, je vais juste venir mettre une petite quenelle de crème. Alors, pendant que tu mets ta quenelle, Sandrine, moi, j'ai quand même une petite question parce que moi, je connais les yaourts, le fromage blanc, la crème fraîche. Ouais. Bien de chez nous. Le skyr, désolé, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Alors, les skyrs, au départ, c'est plutôt suédois, etc. Mais vous en trouvez partout aujourd'hui, dans tous les supermarchés de France et de Navarre. Et l'intérêt, c'est qu'un yaourt environ contient 7 à 8 grammes de protéines par yaourt. Et en général, là, ils sont à 12 grammes. Alors, attention de bien les prendre nature, parce qu'aujourd'hui, le marketing est bien fait. Et du coup, ils en ont sorti des très sucrés. Voilà. Alors, un skyr, ça ressemble comme ça, en fait, d'accord? C'est vraiment, on trouve ça au rayon classique, en fait, des yaourts. N'importe quel supermarché, hein, vous en trouvez. Mais prenez-le non sucré, et voire à rajouter vous-même les fruits que vous aimez, la pomme, la poire. Exactement. Alors, en termes de protéines, hein, il faut savoir qu'un yaourt, c'est 7-8 grammes, un yaourt, c'est 12 grammes, une escalope de poulet de 150 grammes, c'est 15 grammes de protéines. Quelqu'un qui ait attention à sa dénutrition, il faut qu'elle fasse attention, c'est toujours en fonction du poids. Normalement, quelqu'un en bonne santé doit manger 0,8 grammes par kilo jour de protéines. Et on monte, pour les gens qui mangent peu, à 1 gramme kilo jour de protéines. Donc, en fonction de son poids, c'est pour ça que je disais chaque cas est un cas individuel. Il faut savoir un peu quantifier le nombre de protéines qu'on mange par jour. Et si vraiment on n'arrive pas, on peut se faire aider par des compléments nutritionnels oraux, les CNO. Et là, on a la chance d'avoir Sandrine avec nous qui fait maintenant des pâtisseries et des choux à base de compléments nutritionnels oraux. Donc, c'est quand même plus… Quand on a du mal à manger, on en trouve en officine, dans toutes les pharmacies. Vous trouvez du Fortimel, du Rénutril, du Frésinus, etc. Exactement, selon la marque du fournisseur. C'est liquide. Bon, c'est pas toujours agréable, malgré les différents parfums qu'ils font. Et Sandrine, à partir des CNO que vous achetez, elle fait des choux. En fait, voilà, mais même dans d'autres recettes, hein, en fait, le but, c'est vraiment d'utiliser le complément nutritionnel oral comme un ingrédient à part entière dans la recette. Ce qui permet de le consommer différemment. Il est caché, on n'a pas le goût, mais on a cet apport de complément nutritionnel oral. Alors attention, évidemment, je respecte certaines températures. Il y a une façon de le travailler. Plus difficile, je crois. Beaucoup plus difficile pour pouvoir conserver les protéines qui sont à l'intérieur.
D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de un peu de nouveau, mais voilà, ça permet de l'utiliser et de pouvoir le consommer différemment. En fait, ce sont des petits choux, donc faciles à manger. Un suffit, on en mange un. Si on a encore faim, on en remangera un deuxième. Mais c'est quand même plus agréable de manger un chou à base de CNO que le CNO lui-même quand vraiment on a du mal, quoi. C'est une aide aux patients et aux aidants parce que c'est très agréable. C'est surtout, voilà, c'est beaucoup plus gourmand, ça apporte du plaisir. Exactement, tout à fait. Ah, mais si on ne le dit pas, on ne peut pas deviner que c'est à l'intérieur. Voilà. C'est ça qui est important aussi, qui est intéressant. Et voilà. Et ben, c'est délicieux. Nos petites tartelettes sont prêtes, d'accord? Donc voilà, vraiment très simple à refaire. Simple, rapide, efficace, à décliner au fil des saisons. Tu as vu, elle ne bouge pas parce que j'ai collé. Tu as de la chance, heureusement que j'ai prévu. J'ai mis un tout petit peu de crème sous le fond de tarte pour pouvoir éviter qu'elle ne bouge de l'assiette, d'accord? C'est joli, hein, vraiment. Et ça sent bon avec un peu d'orange. Et là, quand même, Geneviève, allez, est-ce que tu veux goûter? Ah, mais comment? Je goûte pour tout le monde. Bon, Laure et Oriane, la prochaine fois, il faut venir avec nous. Ah oui, oui. Ah bah avec plaisir, on va refaire sur les scores nutritionnels, on a dit. Ah oui, avec plaisir. Avec l'étiquette. Exactement. Il y a les étiquettes. Alors, si on veut, alors on va vous regarder déguster. Si on veut en apprendre plus, pouvoir refaire cette pâte à tarte qui a l'air quand même une très bonne base pour tout l'automne qui arrive, pour s'amuser à faire justement ses propres petits essais avec cannelle ou autres pommes poires ou pommes toutes seules ou différentes pommes, etc. Comment on peut retrouver, comment on peut vous contacter, ce que vous pouvez nous dire pour que les unes et les autres puissent éventuellement s'y mettre? Alors Geneviève, comment on peut te contacter? Alors moi, on mettra peut-être nos coordonnées. Alors, je peux les noter en même temps. Alors moi, je fais des ateliers Nutri-Santé en entreprise également sur effectivement différents thèmes, le sucre se tueur, décrypter les étiquettes alimentaires, etc. Donc, c'est ateliernutrisanté@gmail.com ou alors c'est geneviève.nutri@gmail.com. Ok. Donc, vous autorisez qu'on donne votre adresse mail? Oui, oui, absolument. Et pour moi, c'est simple. Vous pouvez aller directement sur mon site www.pâtisserie-santé.fr et vous pouvez me contacter en direct. Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, je crois qu'on a toutes et tous très faim maintenant. On va vous laisser déguster la petite tartelette poire orange cannelle. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi de me dire qu'il ne faut pas toujours plein de matériel, qu'on peut écrabouiller ça à la main, que ça marche aussi. Ça, c'est très bien. Recette sans beaucoup de matériel. Voilà. Et puis, il y a des moments ludiques. Et juste, Geneviève, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat votre adresse mail? Parce que je n'ai pas eu le temps de l'apprendre et que moi, j'ai que votre adresse personnelle. Donc, j'ai pas écrit. Voilà. Excuse-moi, Laure, je t'ai coupé la parole. Voilà. Alors, je voulais quand même aussi dire aux personnes de nos différents réseaux qui seraient aussi en traitement. On a sur nos réseaux, notamment mon réseau cancer gynéco, pas mal de choses qui ont été développées pour les différentes étapes du traitement, des petits livrets, des choses comme ça, où on retrouve quand même pas mal de conseils assez spécifiques, des petites recettes, voilà, pour faire des plats salés, des plats sucrés. Mais on trouvait vraiment très original et très intéressant avec vous ce soir de redécouvrir qu'on peut faire de la pâtisserie sans culpabilité, pour le plaisir de tout l'automne, de tout l'hiver. Et comme il fait froid à Paris ce soir, moi, ça me donne très envie d'avoir un four qui d'avoir les odeurs aussi, parce que c'est ça en fait. D'avoir les odeurs aussi déjà, c'est ça qui va donner envie au début de commencer à repréparer, à manger. Donc les odeurs, c'est très important. Voilà, sur des petites odeurs assez légères. Mais en tout cas, voilà, continuez à se faire plaisir, c'est essentiel. Ne pas vous priver, il faut vraiment équilibrer, mais voilà, se faire plaisir, continuer à manger de la pâtisserie avec des sucres, farine à index glycémique beaucoup plus bas, enrichir en protéines, en fibres végétales avec des fruits et légumes. Et voilà, et ce sont des petits moments de bonheur à partager avec les proches.
Merci beaucoup. Merci. Et on vous donne rendez-vous en fait pour notre dernier rendez-vous de septembre turquoise mercredi. Et là, figurez-vous qu'on va parler de comment mieux dormir ou retrouver le sommeil. On est très très nombreux à avoir du mal à dormir en général. Et quand on est malade, quand on a des soucis, quand on a des douleurs, et en plus parfois certains traitements, ça peut être vraiment compliqué. Et on a une spécialiste du sommeil qui va venir nous donner des conseils, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de prendre des médicaments, en l'occurrence, hein, c'est vraiment de mieux comprendre déjà comment le sommeil fonctionne, savoir comment on fonctionne soi-même par rapport à son sommeil, découvrir des bons conseils et plein de trucs et astuces qui, j'espère, seront utiles à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Voilà. On va partager tout ça. Et puis, bonne dégustation à vous. Merci, Geneviève. Un grand merci, Laure Oriane. Un grand merci à toutes. Alors. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Un bon appétit. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir avec des petites recettes gourmandes. Plaisir avec un grand P. Voilà. Merci Geneviève. Avec plaisir. À table. Hein. Merci à toutes les deux. Bonne soirée. Au revoir à tous.